Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous nous invitez à réfléchir par votre bordereau à ce que vous appelez, suivant l'intitulé déjà ancien, la Bretagne à grande vitesse. Le tout est de savoir si on parle de la Bretagne ou d'une Bretagne. Et laquelle? La réponse est d'ailleurs toute trouvée à travers les invocations qui sont vôtres, ceux de bordereau en question. En effet, vous invoquez sous forme de prière le fait de ne pas conduire à des situations d'enclavement, le fait de concilier la vitesse et le transport quotidien, le fait encore d'assurer la complémentarité entre le TGV d'une part et le TER d'autre part. Il s'agit là, à vous lire, comme d'une forme de prix au grand concours de l'oxymore. En effet, derrière l'autosatisfaction que mon collègue a déjà dénoncée, il y a une réalité. Et cette réalité, comme je vais vous le démontrer dans quelques instants, s'appuie sur deux points tout à fait contradictoires, en tout cas en parfaite opposition. D'une part, la Bretagne des puissants, la Bretagne des métropoles, d'autre part, la Bretagne des humbles et des stigmatisés. La Bretagne des puissants, c'est celle qui, effectivement, nous en disconvient, va bénéficier de 37 minutes de moins sur le parcours Rennes-Paris et de 45 minutes de moins sur celui qui conduit à Brest. Mais quelle est la proportion des Bretons qui, tous les jours ou même tous les mois et a fortiori tous les ans, bénéficieront de cet avantage sympathique, certes, tandis qu'à côté, la Bretagne des humbles, c'est celle qui d'ailleurs prend plusieurs formes, si on y réfléchit bien, dans le cadre des mobilités, pour reprendre une de vos expressions, c'est la Bretagne des diésélistes qui sont stigmatisés, la Bretagne des personnes à revenus très modestes qui n'ont nul moyen de s'offrir, par exemple, un véhicule hybride tellement chanté par les temps qui courent, et c'est surtout, pour revenir à notre sujet majeur, la Bretagne des usagers du TER. Alors justement, vous nous dites, au travers votre propos, que cette offre TER doit, comment vais-je dire, s'accroître et s'améliorer. Alors là, il faut, franchement, et en toute amabilité, il faut cesser de se raconter des histoires. Vous nous dites que tous les horaires TER vont changer. Alors ça, pour le coup, vous avez raison. Tous les horaires TER vont changer. Vous nous dites aussi que dans ce cadre-là, il faut assurer la meilleure répartition des fréquences sur les pointes du matin et du soir entre, suivant votre propos, je le répète, le travail de domicile et l'étude. Mais c'est une contre-vérité extraordinaire. Et je vais y revenir par un point très précis dans quelques instants. Vous nous dites enfin, et quelque part je me demandais même à vous lire si ce n'était pas une pointe d'humour. Vous nous dites, la plupart des usagers vont apprendre à apprécier la nouvelle offre TER. Vont apprendre à apprécier. C'est presque drôle. Vous auriez pu ajouter, et ça fera du bien là où ça fait mal. Mais je vais passer justement à ce que je voulais vous dire depuis le début, à savoir à une démonstration de ce qu'est la réalité. Et cette démonstration, c'est pas moi qui vais vous l'apporter. C'est la proviseure d'une cité scolaire immensément importante, celle de la cité Beaumont de Redon, cité Beaumont qui, pour ceux qui ne connaissent pas, joint un lycée, un collège, mais aussi un ensemble de BTS d'une part et de formation de Greta d'autre part. Et que dit cette proviseure dont je vais maintenant me contenter de lire les lignes? Cette proviseure écrit le 18 mai dernier. Je passe l'introduction. En effet, le matin, plusieurs gares ne seront plus desservies. Pelé-Châtel, Guipry, Messac, Langon, Grand Fougeray, Belley, Macérac, à des horaires compatibles avec l'ensemble des établissements scolaires redonnés dont le début des cours est à 8 heures. La première arrivée du matin est désormais à 7h02, ce qui s'avère trop matinal, et celle de 8h30 est trop tardive. Le nombre important d'adultes et de jeunes concernés inquiète la communauté scolaire.
250 personnels travaillent dans la cité scolaire Beaumont, une cinquantaine au Greta. Plus de 2000 élèves et stagiaires y sont reçus chaque année. Beaucoup de professeurs et formateurs habitent Rennes et prennent le train. Durant l'année, un nombre non négligeable de remplacements s'effectue très convenablement pour des périodes limitées grâce aux liaisons ferroviaires. Le secteur géographique redonné souffre déjà du rayonnement rennais qui rend les établissements moins attractifs. Néanmoins, le cadre de vie est apprécié et permet à beaucoup de jeunes et salariés de demander leur mutation ici plutôt qu'à Rennes pour éviter les difficultés de transport à l'entrée de Rennes aux horaires de pointe. Il est également important de prendre en compte que les stagiaires de formation continue du Greta sont parfois des citoyens en grande difficulté sociale et sans véhicule personnel, ne pouvant accéder à des formations diplômantes qu'au moyen de transport public. Leur employabilité dépend de ces opportunités. Il est donc à craindre, conclut l'approviseur, qu'un nombre conséquent de jeunes ne demandent plus leur affectation à Redon, occasionnant une baisse non négligeable d'effectifs dans des établissements préjudiciables à leur activité, mais aussi à l'activité économique plus large dans les secteurs redonnés, si on ajoute les risques de refus de poste des personnels, des demandes de mutation et des personnes en formation pour adultes sans solution de transport. Voici donc la réalité telle que votre vice-président a eu l'occasion d'en connaître lors de quelques réunions dont certaines furent houleuses, et la réalité, disais-je, du transport tel qu'il se fait à l'ombre de la grande vitesse, sacrée, certes, appréciable, certes, mais qui démontre surtout que l'aménagement du territoire, décidément, tel que le concevait tant le général de Gaulle qu'Olivier Guichard, demeure une ardente obligation et que cet aménagement du territoire ne peut pas passer par des lubies, fussent-elles de grande vitesse, au prix de l'insatisfaction des citoyens ordinaires. Et si, pour conclure, puisque je pense vraiment que cette lettre de l'approviseur décrit tellement bien les choses, si pour conclure, disais-je, il nous faut user d'une image, vous me permettrez d'évoquer celle du film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence, où l'on voit à la fin le carrosse rapide du puissant, le carrosse du régent, jeté au fossé, la carriole de l'enfant manant, et vous savez bien que c'est là, dans l'imaginaire de Bertrand Tavernier, le signe de la révolution qui pointe, le signe de la révolution, parce qu'évidemment le peuple finit toujours par retrouver la réalité et quitter le train en marche.